Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'une nuit au monastère à Saint-Pierre de Solesmes. Cette abbaye qui a attiré de nombreux gens de lettres, de Prosper Mérimée à Simone Veil, en passant par Valérie, va accueillir aujourd'hui un écrivain prolifique, couronné par les prix Goncourt et Médicis. Il est aussi membre de l'Académie française. Dominique Fernandez va passer 24 heures de silence entre les murs de ce monastère avant de nous parler de son rapport à l'essentiel. Moi, ce qui m'intéresse, enfin, c'est ce à quoi je vise, et ce pourquoi j'écris, c'est pour me dépouiller de ce qui n'est pas l'essentiel, de ce qui n'est pas la recherche de la vérité. Un immortel à Solesmes, c'est maintenant sur KTO. C'est énorme, ce truc. C'est comme une forteresse, un peu, non? Ça va? Bonjour Dominique Fernandez, vous allez bien? Oui, très bien, très bien. Vous avez fait bon voyage? Très excellent voyage. C'est pas un voyage, c'est une petite promenade. C'est vrai que vous êtes un voyageur infatigable, mais peut-être Oui, j'ai que parcouru la planète, alors. les voyages les plus insolites sont ceux qu'on fait le plus proche de chez soi. Oui, c'est sûrement, oui, oui. Je n'étais jamais venu à Solesmes, alors je suis très heureux de découvrir l'abbaye. Qu'est-ce qui, dans le contexte actuel, vous a poussé à faire cette expérience? Bah, c'est qu'on m'a demandé si je... C'est venu du dehors, n'est-ce pas, si ça m'intéressait, si je voulais. Et, moi, je suis curieux de tout, donc j'ai dit oui, oui. Il y a quelque chose dont vous êtes curieux en particulier? Non, d'un univers que je ne connais pas du tout, dont j'ai entendu parler, bien sûr, mais que je ne connais pas, donc c'est entièrement nouveau pour moi. Alors la première découverte, ça va être de franchir la porte de la clôture. Donc je vous invite à me suivre. Oui, merci. Donc je vais vous présenter au père hôtelier qui, dans la tradition bénédictine, accueille les hôtes de passage à la manière dont on accueillerait le Christ. Père Michael, je vous présente notre invité Dominique Fernandez. Bienvenue. Merci. Bienvenue à Solesmes. Avant de vous laisser, je voulais voir avec vous, est-ce que vous seriez partant pour me confier votre téléphone portable pendant ces 24 heures pour que vous profitiez davantage de l'expérience? Bien sûr, je comprends très bien, oui. C'est... Attendez, Voilà, je vais le mettre vous en... demandez après. Bien sûr, je le mets en sécurité, en lieu sûr. Et en échange, je vous offre ce carnet et ce stylo qui vous permettront de noter les émotions, C'est magnifique, ça. les événements qui vont Oui. vous traverser Ah, mais c'est une très bonne pendant idée, cette ça. retraite. Très Tenez. bonne idée, merci beaucoup. Sur ce, je vous souhaite une très belle expérience. Nous nous revoyons demain Oui, pour une bien sûr. conversation Avec autour de ce plaisir. que vous aurez vécu. Merci beaucoup. Et si je ne me trompe pas, vous ne connaissez pas la Sarthe. Non, pas du tout. Je suis jamais venu. Non. Pourtant, vous avez beaucoup voyagé. Oui, mais moi je vais d'abord en Italie tout de L'Italie, suite. oui. Mon tropisme me mène vers le sud, l'Italie. pas vers l'ouest. Oui. Je connais très mal la France, en fait. Ah, c'est vrai. Je connais beaucoup mieux la Russie, l'Italie, Oui. la oui. Syrie, Oui. ah, l'Amérique du Sud. Oui, oui, oui. Y usted habla español? Purtroppo no, perché l'italiano Ah, ha cacciato lo spagnolo. Je devrais savoir l'espagnol. Parce que vous étiez né en Non, Mexique. non, je suis né à Paris, mais mon père était mexicain. Ah, c'est ça. Ma famille paternelle est entièrement mexicaine. Mexicaine. Mais ça, c'est perdu. Oui.
Voilà. Donc le premier, toute l'église jusqu'au fond. Comme vous voyez, elle est extrêmement longue, Oui, oui. très étroite. Il n'y a qu'une nef. Une nef, les chapelles latérales, Ça, c'est l'espace des moines, ça. et là-bas, là-bas. Là-bas, derrière. Oui, oui. Normalement, les hôtes se mettent ici. Vous voulez avancer un peu? Oui. Voilà. On l'a jamais fait. Venez. Ben, les moines sont dans les stades. Voilà. C'est ça. Voilà. Il y a combien de moines? Il y a actuellement 40. 40. 40, oui. Alors tout ça c'est du XVIe siècle. Oui. Ça c'est la stalle du Père Abbé. Ça, c'est le Père Abbé qui est Oui. là. Oui. Et le Père Abbé, comment est-ce qu'il est élu par les moines? Il est élu par les moines à vie. À vie. Oui, donc on ne peut pas se tromper. Oui. Bon, on fait notre chemin vers l'hôtellerie. Oui. Venez. Ok. Je vous suis. Oui. Elles sonnent tout le temps, les cloches. Oui, Tous les quarts d'heure. même tous les 7 minutes là. Tous les 7 minutes. Oui, tous les 7 minutes. À Solesmes, il y a beaucoup de cloches. Ah, moi, j'aime bien, moi. Très bien. Et ça, c'est un lieu de promenade, alors? Oui, c'est ici on a nos récréations, nos conversations, ou nos prières aussi. On vient chacun. Et là, on a le droit de parler, là? Oui, parce que vous êtes avec moi. Non, mais vous me dites que c'est un lieu de Oui, conversation. il y a des moments. Il y a des moments qu'on appelle les récréations. Oui. Et donc les moines se promènent en groupe, on rit, Ah oui. on fait des blagues, on parle de tout. Mais quand la cloche sonne, eh bien, on arrête. Ah Vous aimez les jardins? oui, parce que j'habite Paris, Oui. et il n'y a pas de nature à Paris. Oui. C'est ça manque beaucoup. Oui. Et il y a beaucoup de bruit à Paris aussi. Oui, enfin, là où j'habite, c'est assez silencieux, mais quand on sort, évidemment, il y a beaucoup de bruit. Mhm. Oui. Puis les gens sont pressés. Ah oui, c'est dur, Paris. Mais les bénédictins, ils étudient aussi, Voilà. en études, non? Donc oui. On dit, à la limite, les bénédictins sont connus pour les études. C'est ça, oui. Tandis que les cisterciens, on pense plus des moines plus manuels. Mais ici, Ah oui. ici, on est les deux. Les deux. Les deux. Donc les moines, à la fois, ils prennent du temps pour étudier, pour écrire, lire, Oui. mais aussi du temps pour les travaux manuels. C'est partagé, la vie. C'est bien. partagé, c'est plus équilibré. C'est ce qu'il faudrait, d'ailleurs, chacun. Oui. Vous faites du travail manuel ou du... J'avoue. Mais j'aimerais, c'est pas la communication, et Oui. j'aurais aimé, au fond, Oui. être oui. plus manuel. Oui. Et ça, c'est le cimetière, là. Oui. Donc c'est la clôture. Ça, Mais c'est la clôture. c'est une clôture, une partie où les moines peuvent, les autres peuvent circuler. Et vous allez voir de temps en temps des pancartes qui Ah vous oui. disent réservé pour les moines. Oui, donc là c'est Là, libre d'accès. ça c'est libre.
Voilà, votre chambre. Ah, c'est très bien ça. Oh, Promenade dans Rome, c'est mon auteur préféré, moi, Stendhal. Alors, oui. Ah oui, c'est merveilleux ce livre. Bon, Ça oui. guide. On a pensé à vous. Non, oui, mais c'est très gentil ça. J'ai le droit de mettre ça là, oui. Oui, voilà. Donc la pièce est pour vous. Vous pouvez vous installer. Sans vous travailler, moi j'adore. Vous avez la chambre à côté. Ah voilà mon bagage. Voilà. Ah bah c'est épatant. Bon, alors je vais vous laisser là. Oh, et merci Vous avez beaucoup pour quelques... Bah, de rien. votre conduite qui m'a vraiment beaucoup intéressé. De rien, très bien. C'était magnifique. On a les vêpres dans un quart d'heure. Oui, à 5 euros. Bon, Vous c'est avez 5 le temps. minutes. Très bien. À tout à l'heure. Merci beaucoup. De rien. Merci. Il fait sa première retraite. Très bien. Et comme vous savez, il connaît surtout l'Italie, Oui. spécialiste. J'ai lu il y a quelques mois votre livre Porporino. Ah, Je me souviens surtout des épisodes à la pâtisserie qui m'ont beaucoup marqué. qui existe toujours. C'est vrai. Ah oui. J'ai pas eu la chance d'y aller, mais peut-être Non, elle existe toujours. Au même endroit. au même endroit. Et on y mange les mêmes pâtisseries. Non, ça a été vendu, alors c'est un peu moins bien maintenant. D'accord. Depuis le XVIIIe siècle. Oui, Très bien. Eh ben, bienvenue chez nous. merci. Merci.
Bonjour Dominique, vous allez bien? Oui, très bien. Alors l'expérience de retraite au monastère touche pratiquement à sa fin. Mais avant de retrouver la ville, on va prendre le temps d'une conversation en essayant de mettre à profit l'assesse de la parole à laquelle nous nous sommes astreints pour aborder des questions essentielles. Oui, tout à fait. Alors on va aller dans le bureau que l'abbé met à notre disposition, par ici. Dominique Fernandez, je suis vraiment très content de commencer cette discussion. J'étais vraiment impatient de discuter, de converser avec vous. Et puis, nous nous sommes astreints tous les deux à cette règle du silence dans le cadre du monastère. Ma première question, c'est en lien avec votre dernier roman, Aux confins de la Nouvelle-Athènes, qui est paru chez Philippe Ray, qui porte sur le confinement. Confinement, expérience de retraite à Solesmes, qui est une forme peut-être de confinement volontaire. Quel parallèle vous feriez entre ces deux expériences? Ah bah oui, il y a tout à fait un parallèle. Évidemment, je ne savais pas que je viendrais ici quand j'écris ça, vous savez. Et ici, je ne suis pas dépaysé, je veux dire, parce que d'abord, je vis seul, vous savez, toute l'année, et je parle assez peu, je ne suis pas très bavard, donc je travaille beaucoup. Comme tout écrivain, vous savez, c'est travailler, écrire, et donc ici, j'ai un bureau merveilleux, donc j'ai continué comme à Paris. C'est pas essentiellement différent pour moi. Alors, il y a quand même sans doute une différence, c'est que pendant le confinement, et d'ailleurs un de vos personnages s'en plaint, c'est qu'il faut se donner son rythme, c'est se donner des contraintes, alors qu'au monastère, la journée est rythmée par les offices, par l'heure des repas qui est fixe. Est-ce que ce ne serait pas une différence majeure entre ces deux expériences? Je suis très discipliné. C'est pour écrire autant de livres que j'ai écrits. Ça suppose une discipline de fer, donc je me lève à 6h, 7h du matin, je travaille jusqu'à 1h ou 2h, et sans bouger, et donc je suis très discipliné, je veux dire, je sors assez peu, donc moi j'ai une vie de monastère en fait. Dans l'expérience de ce confinement et dans l'expérience plus générale de l'écrivain, il y a la confrontation à une forme de solitude qui fait partie aussi de votre vie. Ah oui, tout à fait, depuis toujours. Enfin, la seule chose qui manquait, c'est les cloches à Paris. Dans mon quartier, il n'y a pas de cloches. J'aime beaucoup le son des cloches, et ça rythme bien la journée, quoi. Alors, vous aimez bien le son des cloches, mais est-ce que vous aimez bien les églises en tant que bâtiment? Parce que dans votre roman, les personnages principaux, Corinne et Bernard, trouvent que les églises, c'est des lieux froids, fermés, clos, comme si les prêtres confisquaient la religion à leur profit. Quel est votre rapport à vous, aux églises? Moi, je ne suis pas croyant, hein. Donc, pour moi, c'est un bâtiment, une église. Il y a des magnifiques églises, la plupart sont très belles, enfin les églises anciennes sont très belles. À Paris, elles ne sont pas très belles, hein. Elles sont 19e, enfin, on voit qu'il n'y avait plus... C'était plus une période de foi où on avait envie de faire des très belles maisons de Dieu. Et à Paris, c'est très froid, parce que c'est mondain, il faut dire. Mais sinon, moi j'aime beaucoup les vieilles églises, les vieilles abbayes, oui. Et alors cette église abbatiale de Solesmes, quelles sont les émotions que vous avez ressenties quand vous êtes entré dedans avec le père hôtelier? C'est difficile à dire. J'étais très heureux. D'ailleurs, j'ai trouvé merveilleux ce père hôtelier, par sa douceur, sa gentillesse, ses explications. Et on ne peut pas en dire plus pour le moment. Il faut que ça va se décanter, vous savez, les impressions. Alors, parmi les premières impressions, il y a eu justement la rencontre du père Michael. Et j'en reviens encore une fois à votre roman, mais Bernard, le narrateur, rencontre par hasard dans la rue un prêtre en soutane, et c'est une rencontre qui le déstabilise. Alors pourquoi est-ce que Bernard est déstabilisé par la rencontre de ce prêtre en soutane? Mon héros est aussi voltairien comme moi, donc il n'y a pas beaucoup de rapport avec les prêtres en général, et ce prêtre l'épate parce qu'il donne l'impression de se mêler à la vie quotidienne, et il conduit sa voiture, je me rappelle, hein.
Et donc c'est pour ça que la rencontre de ce prêtre le surprend. Et vous, est-ce que ça vous a surpris la rencontre de ces moines en habit? J'ai habité longtemps en Italie, et au début, il y a très très longtemps, quand j'étais jeune, à Rome, tout le monde avait l'habit. Plus maintenant. Maintenant, vous savez, la moitié des Romains, c'était des prêtres, ou des novices, ou des... Donc ça m'étonne pas du tout. D'ailleurs, c'est à travers un voyage avec l'aumônerie de l'école normale que vous avez découvert à 20 ans l'Italie. Oui, on était allé voir le pape, c'était l'année du jubilé de 50, on était allé voir le pape Pie XII à l'époque. On était cagneux et normaliens, et on a été reçus en audience par le pape Pie XII, je me rappelle très bien. Et donc, ça ne vous a pas franchement réconcilié avec le catholicisme, mais ça vous a rendu amoureux de l'Italie? Il n'y a pas à être réconcilié. Ça m'est étranger pour 1000 raisons. Mais j'aimais beaucoup l'abbé Briat, qui était l'aumônier de l'école normale, qui est un homme merveilleux, qui m'a beaucoup marqué. Mais comme homme, pour moi, c'est son humanité qui m'a marqué. C'est pas son rapport avec Dieu qui m'est étranger, mais c'est sa grande humanité, sa grande douceur. C'était quelqu'un d'extraordinaire, hein, ça. Cette étrangeté au catholicisme, en même temps, on sent que vous avez, à travers vos personnages, à travers vos romans, une sorte de questionnement existentiel. Bernard, par exemple, pendant le confinement, se pose des questions essentielles que le bavardage auquel nous nous livrons en temps habituel nous empêche de nous poser. Il a tout un cheminement finalement spirituel, voire métaphysique, au cours de ces mois. Est-ce que ça reflète quelque chose de votre propre itinéraire? Oui, si vous voulez, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est l'univers des idées, de la vérité, si vous voulez. Et je trouve que dans la vie, on perd son temps, on s'éparpille, on se dissipe en vaines agitations, souvent. On parle, on fait des choses inutiles. Et donc, ce qui me plaît, moi, c'est un certain dépouillement, dépouiller sa vie de tout ce qui était inutile, essayer. On n'arrive pas, évidemment, parce que soi-même, on a envie d'ailleurs de se distraire quelquefois, mais moi, ce qui m'intéresse, enfin, c'est ce à quoi je vise, et ce pourquoi j'écris, c'est pour me dépouiller de ce qui n'est pas l'essentiel, de ce qui n'est pas la recherche de la vérité. Mais alors cet essentiel, vous le définiriez comment, au point où vous en êtes? D'abord, l'aspect négatif, c'est tout ce qui n'est pas essentiel. C'est surtout ça, on voit très bien. Et qui dévore la vie quand même, surtout aujourd'hui. Depuis les informations, on est saturé d'informations, par exemple. À tout moment, on vous parle de ce qui se passe dans tous les pays du monde. Ce qui est inutile, ça ne sert à rien. Je veux dire, savoir qu'il y a un tremblement de terre en Corée, qu'est-ce que j'y peux rien, vous voyez. Moi, je suis assez pascalien, si vous voulez. Pascalien, qui disait tout le malheur des hommes, c'est de ne pas savoir rester en repos dans une chambre et de le divertissement, il disait, lui. C'est se concentrer sur ce qui vous paraît important. Alors, qu'est-ce qui est important? En effet, vous me dites, c'est difficile à définir, je sais pas, vous savez, j'écris une centaine de livres pour essayer de trouver, justement, mais je sais pas si j'ai réussi. Dans vos différents romans, moi j'étais très sensible, notamment dans le dernier, à votre capacité à capter l'air du temps, à capter des petits détails qui peuvent paraître anecdotiques, mais qui en même temps sont à la fois savoureux et révèlent quelque chose de ce que nous vivons. Par exemple, cette dame dont la fille s'est fait voler des surgelés Picard qu'elle a payé pour 49,90 €, parce que c'est la nouvelle limite du plafond de carte bancaire sans contact. Comment est-ce que vous faites pour rester à l'affût de toutes ces nouveautés, pour garder l'esprit jeune? C'est le confinement qui m'a aidé, parce que donc on avait le droit de sortir 1 heure par jour pendant 2 mois, et donc j'ai exploré mon quartier. Il n'y avait pas de métro, pas de transport, donc mon quartier que je connaissais mal, parce que d'habitude j'allais de ma maison au métro, et là pendant 2 mois j'ai sillonné d'ailleurs j'en parle, toutes les rues du quartier, les boutiques, les plaques commémoratives très intéressantes, tous les gens qui ont habité là, les gens illustres, et les prix, enfin tout ça. Le confinement a permis de me
de focaliser sur des petits détails. Et alors justement, ici à Solesmes, qui est un lieu habité, c'est un palimpseste aussi à sa manière, qui a été fréquenté par de nombreux gens de lettres, dont Mauriac, votre parrain. Mon parrain, oui. Et par exemple, le fait que Mauriac soit venu ici, ça vous fait quelque chose, ou vous n'aviez pas de rapport spécifique avec votre parrain? Ah bah si, pas comme parrain, mais j'ai très bien connu, quand j'ai 18 ans, je suis allé le voir. C'était un parrain un peu à la mode d'autrefois, enfin à la mode mondaine plutôt, un parrain. C'était un grand ami de mon père, alors... Mais j'ai très bien connu, c'était un homme extraordinaire. Avec, Alors, en parlant de votre père, c'est un des thèmes aussi de votre œuvre, cette figure du père disparu, du père qui tombe du mauvais côté. Oui, il faut le dire quand même. Mon père était un intellectuel, un critique littéraire surtout. Il écrit des romans, mais c'est le plus important entre les deux guerres, le critique de la NRF, vous savez, la grande revue de Rivière et puis de Paulan. Et il était d'abord socialiste, j'ai encore sa carte du parti, il a adhéré, puis communiste, puis en 1937, il a viré à droite, à l'extrême droite, il est devenu dans le parti d'Oriot, qui était une espèce de Mussolini français, enfin sans le pouvoir. Et après, surtout, ce qui est très grave, et ce que j'ai toujours condamné, il est devenu collaborationniste, il a écrit dans la presse contrôlée par les nazis, et surtout il a fait le voyage de Weimar en 1941, invité par Goebbels, ce sinistre personnage, et il est allé avec Drieu, avec Brasillac, avec Bonnard, et ça c'est pour moi c'était un drame, parce que enfant même, moi j'étais gaulliste, comme tous les garçons de l'époque, enfin, j'étais dans un lycée Buffon où il y avait des résistants, il y avait des fusillés, on était vraiment là-dedans. Et voir son père collabo, c'est toujours très pénible pour moi. Et il est mort à temps, si je puis dire, le 2 août 1944, c'est 3 semaines avant la libération de Paris. Sinon, il aurait été arrêté et jugé, évidemment. Et la littérature a été un moyen de redonner une place à ce père absent et de réparer ce passé, si j'ose dire, parce que c'est le sujet de votre roman Ramon. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes en paix avec cette question du père? Non, je ne comprends pas comme un homme intelligent, qui était de gauche profondément, qui a... il était l'ami de Gilles aussi, de Malraux, tous ces gens-là, vous savez, c'était... Comment il a viré, comment est-ce qu'il a pu admirer... Il a un article sur Goebbels qui est hallucinant, enfin, il n'avait pas besoin, je veux dire, je comprends pas ce qui s'est passé. Enfin, si, je crois comprendre, raison de famille, surtout, parce que mes parents avaient divorcé très tôt, et au fond, je crois qu'il se sentait très coupable, il a essayé de rechercher une famille dans un parti, enfin, des choses absurdes pour un homme intelligent, quand même. Il a aussi bien pu partir pour l'Angleterre, il est très ami de Raymond Aron, qui était à Londres, et il a failli partir pour Londres, et il a failli être résistant, ouais. Et tout d'un coup, il a basculé du mauvais côté, et il le savait, parce qu'il était... Moi, je l'ai connu, je me rappelle, il était mécontent de lui-même, et alors qu'il était objectivement collabo, il a fait des actes de résistance intellectuelle. Comme quand Bergson est mort, vous savez, en 1941, les Allemands avaient interdit qu'on parle de lui. Il était juif. Et mon père a fait un éloge dithyrambique dans la NRF, en disant que c'était un grand philosophe qu'on n'oublierait jamais. Et puis il a écrit un livre sur Proust en 1942. Et Proust, c'était ce que vomissait le régime de Pétain. Enfin, vous savez, des décadents, homosexuels, efféminés, etc. Il a fait le premier grand livre sur Proust. Donc il faisait des actes de résistance intellectuelle, tout en signant dans des journaux de la collaboration. C'est ça le mystère pour moi que je n'ai jamais résolu. Je ne comprends pas pourquoi il a fait ça. Donc à tout moment de notre vie, finalement, on peut basculer dans un côté obscur. Ben oui, c'est pour ça que je suis très prudent. Moi, je ne me suis jamais engagé dans un parti politique parce que je sais que l'idéologie, c'est ce qu'il y a de pire, je crois. L'idéologie, ça fait sacrifier son indépendance du jugement, son intelligence, son discernement. Et l'idéologie, c'est un espèce de bloc qui vous mange absolument. C'est affreux.
Et ça, le voltairien qui sommeille en vous est aussi critique. Eh oui, mais Voltaire, justement, il traquait toutes les positions prises d'avance, vous savez, les idées reçues. On s'engouffre comme ça. Et ça rassure en même temps, parce que comme une cuirasse, s'engager dans une idéologie, un parti, être communiste ou être... et c'est au dépend de son jugement. Le seul homme que j'admire vraiment dans l'écrivain, c'est Gide, parce que Gide avait une intelligence. Il était allé en Russie, il avait compagnon de route en Russie en 1936, et c'est le seul qui a eu le courage au début, en revenant, de dénoncer ce qu'il avait avant tout le monde vu, c'est-à-dire le coup de la personnalité, le stalinisme, dont Retour d'Urs, qui a fait scandale à l'époque, parce que tous ses amis lui ont tourné le dos. Il a eu le courage de rompre avec l'idéologie, avec les idées qu'il avait, parce que le communisme, c'est très beau en soi, je trouve. Le vrai communisme, s'il n'avait pas été dévoyé par Staline, l'idée que la répartition des biens entre tout le monde, qu'il y ait plus de riches et de pauvres, aujourd'hui, écoutez, ça paraît plus vrai que jamais, je trouve. Et vous avez en fait relié cette capacité de Gide à dénoncer la norme ou à avoir un regard critique à son expérience d'être minoritaire en tant qu'homosexuel, cette expérience finalement de la minorité face à la norme. D'abord, c'est le seul qui a défendu l'homosexualité, qui est Corridon, qui est avant la Première Guerre mondiale même, où il a fait son coming out, comme on dirait aujourd'hui. Et c'est le seul aussi qui a dénoncé le colonialisme. Hein. Il est allé au Tchad et au Congo en 27, 28. Il a fait au retour, en revenant à 2 livres où il dénonçait les excès de l'administration française. Là aussi, on l'a vomi, on a dit quel traître épouvantable. C'est un homme qui, vraiment, ce qu'il voyait, il le disait. Ce qu'il comprenait, il le disait. Et ça, c'est très rare. Et donc, il y a un lien entre l'expérience d'être minoritaire dans une société et la capacité à... Ah ben ça, c'est mon credo fondamental, qui apparaît dans tous mes livres, c'est que le minoritaire, quelle que soit sa minorité, a un regard critique sur la société. Il ne met pas les valeurs en cours, les valeurs de tout le monde. Vu qu'il est minoritaire et exclu et marginalisé par la force des choses, il a une lucidité et un regard critique beaucoup plus aigu que les gens qui sont dans le système intégré. Et en particulier l'homosexuel, qui très longtemps, plus maintenant, mais enfin a été rejeté, marginalisé, etc., avait une vision beaucoup plus nette, beaucoup plus critique des choses. Il était exclu du festin, donc il était beaucoup plus libre enfin libre, s'il avait le courage de le faire, de juger les choses comme elles sont. Et dans votre nouveau roman, il y a le personnage de Noël, qui est un étudiant homosexuel qui habite au dernier étage de l'immeuble du narrateur. Et ce qui est intéressant, c'est que le narrateur, dans cette période de confinement, il expérimente la fraternité avec ses applaudissements au balcon, et en même temps, les personnes qui sont aux marges, qu'il s'agisse des SDF de la rue des Martyrs ou de Noël, son voisin, il a peur de... Enfin, il y a ce réveil en fait, d'une forme d'exclusion. Est-ce que vous pensez que ce confinement, il a réveillé des antagonismes dans la société française ? Ah oui, ça a augmenté la discrimination, évidemment, puisque les plus pauvres ont été encore plus pauvres et les plus riches, évidemment, encore plus riches. Moi, je veux dire, le régime capitaliste me scandalise. On a appris qu'en mois de janvier, M. Pinault ou Arnaud, je ne sais plus lequel des deux, avait gagné en un jour 37 milliards. Vous vous rendez compte ? Pour en faire quoi, d'ailleurs ? Alors que les gens, quand même... Alors, cette histoire de SDF pendant le confinement, il y avait un asile près de la gare du Nord, donc pas très loin où j'habite. Il y avait une espèce de refuge pour recueillir les gens sans abri. Et ce refuge était fermé pendant le confinement parce que c'était devenu un foyer de contamination. Et donc ces gens se sont retrouvés dans la rue complètement. Et
Donc c'est encore plus démuni qu'il l'était avant. Et vu comme un vecteur de contamination, comme un danger. Oui, on avait l'impression qu'ils pouvaient être contaminants. C'était peut-être pas le cas du tout, mais ils étaient encore plus comme ça, écartés par le... Et par rapport à l'expérience ici, il y a eu ces offices. La femme de Bernard, Corinne, dit une phrase du style « J'assume la louange pour Dieu qui monte d'un cœur sincère ». Oui. Est-ce que c'est une phrase que vous pourriez faire vôtre? Ah oui, bien sûr. Moi, je respecte tout à fait les croyants. Je suis un croyant pour ma part, mais j'admire les gens qui croient et qui sont... ne pas être non-croyant, ça ne veut pas dire être hostile. Je ne suis pas bouffe curé, vous comprenez, comme c'était une époque... simplement, voilà, il faut se respecter les uns les autres, je crois. Et quand même, le religieux a une place, pour moi, que j'ai trouvé interpellante dans votre roman, parce que la scène finale se passe dans l'église Saint-Jean de Montmartre. Oui. C'est le message qu'elle envoie à son mari. Il y a cette médaille de Sainte Thérèse qui est retrouvée aussi dans les affaires de Corinne. Oui. Est-ce que, implicitement, pourquoi est-ce qu'il a tant de place, plus que dans vos précédents romans, ce religieux? Alors la scène finale, l'église, d'abord j'ai découvert cette église dans mon quartier que je ne sais pas, qui est une église extraordinaire. Ça donne envie d'aller la visiter d'ailleurs, la description que vous en faites. Elle est dans les 8e, elle est à 5 minutes de chez moi, elle s'appelle Saint-Jean quelque chose. De Montmartre. Saint-Jean de Montmartre, c'est une église moderne de 1900, parce que l'ancienne église est trop petite, quand le quartier s'est développé beaucoup à la fin du 19e, et c'est une église très moderniste, par la structure, parce que il n'y a pas de pierre, il y a des briques et de l'acier. C'est l'époque Eiffel un peu. Et elle est très belle, cette église. Elle était tout le temps ouverte. Je pense elle m'a plu parce qu'il n'y avait pas de porte. Bon, en tout cas, les portes n'étaient jamais fermées. Et moi, ce que j'aime pas dans les églises, c'est que la porte est fermée toujours. Et en Italie, elle est fermée à clé, on ne peut pas entrer. Hein. Moi, une église, pour moi, devrait être ouverte. On devrait pouvoir entrer à toute heure du jour et de la nuit, si on a besoin d'y aller, quoi. Donc, cette église est ouverte, et très belle, et puis il n'y avait personne dedans. Et elle est tout à fait extraordinaire. Et Bernard, il vit une sorte de moment mystique Oui, si vous voulez, oui. Le sel solitaire est mystique. On peut être mystique sur Dieu, absolument. On peut être mystique par fusion avec l'univers, la nature, avec ses idées, avec ce qu'on pense être la vérité. C'est une sorte de dilatation de soi dans quelque chose de plus grand. Oui, c'est ça. On sort de son petit moi, de ses petites préoccupations pour s'unir avec quelque chose de plus grand que soi. C'est ça, être mystique, non, pour moi. Il n'y a pas besoin de religion au sens défini pour ça. Vous avez une sympathie pour la jeunesse. Vous ne faites pas partie de ces personnes qui portent sur les nouvelles générations un regard désabusé ou sévère? J'ai pas de sympathie pour les vieux. J'ai de la sympathie pour les jeunes. Tous mes amis sont beaucoup plus jeunes que moi. Moi, j'aime beaucoup les jeunes. Je trouve que c'est eux, enfin, c'est eux la vérité d'aujourd'hui, l'avenir. Et souvent, quand on vieillit, on a du mal à rester à la page, entre guillemets, ou à s'intéresser aux nouveautés. Et vous, on a l'impression que ça continue de vous passionner, la marche du monde. Grâce aux jeunes, justement. Je sais ce qui se passe, je sais leur langage, leurs préoccupations, ce qui les intéresse. Et le secret de cette jeunesse d'esprit, ça serait quoi, si vous deviez la formuler? Ça, je ne sais pas du tout, je peux pas vous dire. Mais je veux dire que les vieux, enfin, il y a des vieux merveilleux, hein. Mais il y a beaucoup de vieux qui sont restés à leur jeunesse, qui n'ont pas évolué et qui refusent la nouveauté, Mais vous savez, j'avais une grand-mère merveilleuse, la mère de mon père, qui est morte à 92 ans, en 60, donc 92 ans en 60, c'est 110 ans aujourd'hui, vous savez. Et elle était très, très alerte, et je me rappelle très bien quand, en 1950, à 82 ans, ou plus même, elle est revenue d'un petit théâtre, elle était très... Et elle m'a dit, il y a une pièce géniale, et c'était la première pièce de Ionesco qui était descendue en flèche par la critique, vous savez. C'était la grande chauve,
Alors, cette jeunesse d'esprit m'a toujours fasciné, vous voyez. Ne pas s'encrouter, ne pas garder les admirations qu'on a eues à 20 ans, à 30 ans, mais savoir les renouveler. Enfin, le monde ne s'arrête pas avec vous, il continue. Pour en revenir à Cédric et à Bernard, donc Bernard, on a l'impression que c'est un père un peu absent et que pendant le confinement, il noue une relation avec son fils de 13 ans. Il l'emmène se promener dans le quartier, il lui transmet quelque chose. Est-ce que vous-même, vous avez été un père présent pour vos 2 enfants? Est-ce que... Non. Alors, ça, la relation de Bernard et de son fils, c'est la nostalgie de ce que j'ai pas eu. Parce que moi, j'ai très peu connu mon père, parce que mes parents étaient divorcés, j'avais, je crois, 4 ans, 5 ans. Et à l'époque, il n'y avait pas de garde alternée non, pas du tout. Et surtout, comme ils étaient dans 2 camps différents, ma mère, surtout pendant la guerre, où j'étais quand même en âge, ma mère était gaulliste, et mon père collabo. Donc on avait le droit, on allait déjeuner chez lui le dimanche, mais dans une atmosphère très, très pénible. J'en avais aucun plaisir même. Et mon père ne s'est jamais occupé de nous. Parce qu'il y avait la mère qui le réprouvait. Vous voyez, c'était compliqué. Donc dans cette relation, j'ai décrit ce que j'aurais voulu avoir avec mon père, que je n'ai pas eu. Et mes enfants, c'est pareil, parce que moi, je me suis séparé de ma femme quand ils avaient aussi à peu près le même âge. Donc je les ai suivis beaucoup plus que mon père m'a suivi, mais c'est quand même pas la même chose d'aller les voir même 2 fois par semaine. C'est pas les élever vraiment, vous voyez, c'est pas le contact quotidien qui est nécessaire. Et vous avez des petits-enfants aujourd'hui? Oui, mon fils, oui, il a 3 petits-enfants, oui. Donc vous êtes... Mais alors, je connais très peu, vous voyez, toute cette histoire familiale m'a fait que j'ai pas du tout l'esprit de famille, je veux dire. Je regrette, mais mes enfants, je les vois assez peu. D'ailleurs, ils sont très occupés. Et les petits-enfants, alors, je ne connais presque pas. Et, vous savez, ma vraie famille, c'est les gens que j'ai élus. C'est des amis, des gens qui n'ont aucun rapport de sang avec moi. Alors, parmi vos familles électives, il y a l'Académie française, à laquelle vous appartenez. Ah oui, là, c'est sur le tard, ça. Les amis tard, oui. Et vous participez très activement donc, à la commission... Le dictionnaire, oui. C'est la seule chose intéressante, vraiment. Là où on travaille, on fait le dictionnaire 3 heures par semaine, jeudi matin. Et ce dictionnaire est très long à faire, on se moque de nous, mais parce qu'on discute quelquefois un quart d'heure sur un mot. Hein. Et alors, ce qui est très intéressant dans cette commission, c'est qu'il y a des gens de différentes disciplines. Il y a des historiens, il y avait un médecin, il y a des philosophes, des écrivains, et puis, c'est intéressant parce qu'il y a des croyants, il y a des catholiques, il y a Monseigneur d'Agens, même Kardakos qui est orthodoxe. Donc on a des points de vue, on se heurte quelquefois très violemment. C'est très intéressant. Il y avait le mot république. Violemment, vous voulez dire que vous pouvez en venir aux mots? Non, on n'en vient pas aux mains. Non, violemment pour l'Académie. Enfin, on s'oppose, bien sûr, de violence toute feutrée, hein, disons. Mais il y a eu le mot République, par exemple, il y a quelque temps, parce qu'on est à la lettre T maintenant, et dans le dictionnaire, dans la version précédente, il y avait la laïcité et le fondement de la République. Et les catholiques voulaient s'opposer à ça. Et alors nous étions 3 laïcs, disons. Nous avons fermement défendu la formule que nous avons finalement réussi à conserver. C'est absolument extraordinaire quand on voit les premières définitions, par exemple. J'ai regardé le premier dictionnaire en 1694, le premier, qui était fait quand même par Racine, par La Bruyère, par La Fontaine, par Bossuet, par Fénelon, enfin des gens. Et ben, le mot femme, c'est extraordinaire, la définition c'était femelle de l'homme. Vous voyez ? Et dans la dernière édition, en 1935, il y avait encore femme, compagne de l'homme. Vous voyez, la femme était toujours vue par rapport à l'homme. Donc la prochaine édition, ça sera être du sexe féminin. Peut-être dans la prochaine, ce sera l'homme compagne de la femme, peut-être, vu l'évolution des mœurs. Mais vous voyez, il y a des problèmes sans arrêt qui se posent, qui sont absolument passionnants. Et donc l'Académie n'est pas qu'un conservatoire, elle est pas aussi du tout. Un lieu vivant de créativité. Pas du tout, on introduit des mots nouveaux, des néologismes. Et notre souci, c'est de, si vous voulez, enfin, de maintenir l'équilibre entre la sclérose, qui serait de conserver, et de refuser les nouveautés, et aussi le laxisme, qui serait
de prendre toutes les nouveautés périssables par définition, parce que le langage des jeunes est très intéressant, mais il change aussi tous les ans. Alors comme dans le dictionnaire paraîtra dans 50 ans, il faut que dans 50 ans, c'est encore un sens. Et donc dans cette commission du dictionnaire, il y avait Yves Pouliquin, dont vous évoquez la figure dans la postface, de dire, ne pas dire, du bon usage de la langue française, qui paraît chez Philippe Ray. Donc il y a une sorte de vade-mecum qui permet d'éviter les choses trappes et les mauvais usages. C'est passionnant. Et alors, il y a comme ça, sur une colonne, les expressions justes, et sur l'autre, les fautifs. C'est tout à fait intéressant. À l'issue alors de cette très courte expérience à Solesmes, est-ce que vous diriez que ce confinement spirituel, si on peut utiliser cette expression, a porté du fruit? Moi, j'ai beaucoup aimé ce beaucoup trop court moment, mais on entre dans un univers d'abord de paix, de douceur, qui est évidemment merveilleux. Comme il va bientôt falloir achever cette conversation, j'aimerais donc revenir sur les 2 ouvrages que vous venez de publier. Aux confins de la Nouvelle-Athènes, donc c'est le nom du quartier, c'est mon quartier, ça. Du 9e où vous habitez. Oui, vous savez, c'est un quartier illustre. À la fin du 19e, tous les peintres impressionnistes se réunissaient dans un café qui a disparu, qui s'appelait la Nouvelle-Athènes, place Pigalle. Il y avait Renoir, Manet, Degas, Zola qui venaient, qui étaient défenseurs, leurs défenseurs qui habitaient tout près aussi. Et c'est ce quartier, alors il y a beaucoup de personnes illustres qui ont habité là. Et j'ajoute, en lisant le livre, qui se lit vraiment d'une traite, on a envie de visiter les lieux que vous avez montrés, comme si finalement les voyages les plus essentiels étaient ceux qu'on pouvait faire au bas de chez soi. Bien sûr. Et ça donne envie de redécouvrir son environnement proche et tous ceux qui nous ont précédés dans ce territoire que nous habitons. Donc c'est vraiment un livre absolument passionnant, et j'ajoute qu'il sera peut-être un document pour les historiens du futur qui étudieront les imaginaires du confinement. Il l'écrit, Bernard, comme document, parce que dans 10 ans, on aura oublié tout ça, j'espère, enfin. Et donc, ce sera un témoignage, parce que j'ai écrit ça pendant le temps du confinement. Et vous avez capté une multitude de petits détails, effectivement, qui permettront à ceux qui n'ont pas connu cette expérience de savoir à quoi ça ressemblait. Et puis l'autre livre que vous publiez également chez Philippe Ray, Dire, ne pas dire, préfacé par Hélène Carrère-Nancos, postfacé par vos soins. Oui, mais vraiment l'auteur c'est Pouliquin, hein. C'est lui qui a fait... Moi j'ai fait une postface. Merci beaucoup Dominique Fernandez d'avoir répondu à notre invitation. Bon retour à Paris. Merci, hélas. C'est ironique, je pense. Je pense que vous... Ce sera un mauvais retour, forcément, après cette expérience. Et peut-être à une prochaine fois à Solesmes. J'espère, merci. Merci de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver l'intégralité de cette émission sur le site internet de KTO. N'hésitez pas à la partager si ça vous a plu. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.